l'autre Congo, la RDC, le M23 dénonce un retard délibérément entretenu par le gouvernement sur la mise en œuvre de l'accord de Nairobi. Dans un communiqué, le leader du groupe, Bertrand Bisimwa, demande aux membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, rapporte notre station partenaire Top Congo FM. Pour le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, des ex-combattants armés du M23 sont entrés en territoire congolais avant même la publication du communiqué. Nathalie Barge a joint à Goma Omar Kavota, le coordonnateur de ce mouvement de la société civile dans le Nord Kivu. Avant la publication de ce communiqué, nous venions de remarquer que le combattant du M23 vidait leur camp de Ihanga, nord de Kampala, pour débarquer dans le district de Bundibugyo à destination de la République démocratique du Congo, où ils ont traversé notamment jeudi et vendredi dernier, pour rejoindre curieusement les ADF qui combattent l'armée dans la province du Nord Kivu. Comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit réellement d'ex-rebelles du M23 ? Ces rebelles ont quitté à pleine journée. Des véhicules ont débarqué dans des camps militaires de l'armée ougandaise, notamment à Boutama. Et de là, ils sont venus jusqu'à Kibédéa, à la limite avec la RDC. Nous avions commencé à alerter avant que le M23 ne publie ce communiqué. Et donc, le communiqué du M23 ne nous a pas surpris du tout, parce qu'ils venaient déjà de s'engager vers une voie de la rébellion. Vous affirmez également qu'ils appuieraient les ADF Nalou. Encore une fois, comment pouvez-vous être certain de cela ? Nous avons des informations vérifiées. Et la plupart des combattants qui ont été visibles à la frontière, c'était des combattants M23 sous le commandement d'un certain colonel Youssouf Mboneza. C'est un colonel qui a travaillé au Nord Kivu, à territoire de Beni notamment, comme état de l'armée et qui avait fait défection à la direction du M23. Et certains de ces éléments étaient connus de la population. Et lorsque nous avons des alertes, nous prenons soin de vérifier. Le M23 ne peut pas contredire ce que nous disons parce que nous disposons des preuves. Et curieusement, le M23 traîne à revenir au pays à dépit du fait qu'il bénéficie d'une loi d'amnistie. Le M23 dit cependant que le gouvernement ne respecte pas l'accord de paix de Nairobi. Qu'en pense la société civile ? Est-ce que cet accord est vraiment respecté ou pas ? Mais comment est-ce que le M23 peut continuer à évaluer les choses de l'extérieur ? Pourquoi le M23 ne vient pas au pays et comme ça revendiquer ? Si nous ne savons même pas quel est le contenu de cet accord que le M23 prétend que le gouvernement ne respecte pas. Il importe que le M23 fasse d'abord le premier pas. Il avait été amnistié pour que les combattants reviennent au pays. Mais jusqu'aujourd'hui, le M23 qui prétend alors respecter ces accords n'a jamais essayé de respecter un iota de ces accords. Omar Kavota, un leader de la société civile à Goma, dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, comme l'explique Maswako Gatela, premier conseiller à l'ambassade de la RDC à Delhi. La coopération entre l'Inde et la République démocratique du Congo, c'est une coopération assez dynamique parce qu'ils sont déjà sur le terrain. Ils sont sur le barrage de Katende, ils sont sur le barrage de Kakobolo. Ce sont des grandes infrastructures qui demain peuvent hisser la République démocratique. Nous avons 4600 étudiants congolais qui sont ici. Nous avons besoin de la formation pour développer nos pays. Mais malheureusement, l'on constate que les pays européens nous ferment un peu la porte. À terme, l'Inde espère accroître son influence en Afrique face à son rival chinois. Le sommet se terminera. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le mouvement rebelle M23 de la République démocratique du Congo menace de se retirer des accords signés avec le gouvernement congolais à Nairobi, au Kenya, le 12 décembre 2013. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, accuse les autorités congolaises de ne pas respecter les termes de ces accords de Nairobi. Face à la confusion et au retard délibérément entretenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur la mise en œuvre de ses engagements, attitude qui, en réalité, cache son refus catégorique de respecter sa propre signature apposée sur ce document qui a lancé le 12 septembre 2013 le processus de paix dans notre pays. Notre mouvement demande aux chefs d'État des pays membres de la CIRGL de rendre officielle la constatation du dit refus et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent.
Le M23 dénonce surtout le non-respect de l'amnistie. Près de 1800 anciens combattants se trouveraient toujours en exil en Ouganda et au Rwanda. Seuls 189 d'entre eux ont pu regagner le pays d'après François Mwamba, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce dernier déplore en effet l'absence du point focal qui assurerait un lien entre l'ancien mouvement rebelle, le M23, et le gouvernement congolais. Pourquoi on n'a pas ce point focal? Il y en avait un au début, pendant 2 ou 3 mois, il s'appelait René Abandi, qui depuis avait démissionné. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que tout simplement, ce monsieur Bizimois voudrait pouvoir redevenir l'interlocuteur du gouvernement. Vous voyez, lui, il est qui? Il n'existe plus de ce point de vue. Il dit que les gens ne respectent pas leur signature. Mais où est le point focal? C'est écrit. C'est lui qui a fait démissionner René Abandi. Le 18 novembre 2015 aura lieu à Kinshasa, capitale congolaise, une réunion sur le sujet du rapatriement des anciens rebelles du M23, un meeting au cours duquel sera analysé l'état d'avancement de ce rapatriement, la question de l'application de sanctions à l'encontre des ex-rebelles qui ne seraient pas rentrés à cette date du 18 novembre 2015, il sera également abordé. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des Nations Unies pour la République démocratique du Congo doute de la véracité des affirmations de l'armée congolaise concernant les rebelles FDLR. Depuis janvier, l'armée congolaise mène seule une offensive contre ces rebelles hutus rwandais dans l'est de la RDC, seule parce qu'elle a suspendu sa coopération avec les casques bleus de l'ONU. Or, selon les militaires interrogés par le groupe d'experts des Nations Unies, l'offensive a fait 35 morts et 313 prisonniers FDLR, ce que le travail de terrain des experts ne permet pas de confirmer. Les précisions de Léa-Lisa Westerhoff. En août dernier, le groupe des experts se rend dans la prison où les rebelles FDLR auraient été incarcérés. Surprise, sur place, ils ne trouvent que 175 détenus au lieu des 313. À en croire la liste de transferts fournie par la direction de la prison, 14 officiers seulement et 163 combattants ont été enregistrés. 2 seraient décédés depuis. Mais là encore, les experts ne parviennent pas à confirmer leur grade, car les prisonniers demandent tous être des officiers, voire même d'appartenir au groupe rebelle FDLR. 86 d'entre eux affirment en effet être des civils, des réfugiés rwandais arrêtés par erreur. Une information que confirment partiellement des chefs locaux et des représentants de la société civile. Selon eux, le commandant du régiment avait invité les réfugiés rwandais habitant dans la zone à se rendre au village de Kilembwe dans le sud Kivu pour une réunion qui se serait transformée en arrestation direction la prison. Pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ces affirmations sont un abus de compétence. Il rejette en bloc ces accusations. Le groupe des experts lui dit toujours attendre une réponse de Kinshasa à sa remise en cause très documentée. Léa-Lisa Westerhoff, Kinshasa, RFI. Toujours en République démocratique du Congo, actualité politique, devant l'absence de calendrier électoral, des acteurs de la société civile lancent un manifeste pour le salut de la nation par un dialogue citoyen. Selon les 7 organisations à l'origine de cet appel, opposition et pouvoir doivent rapidement se mettre d'accord sur quelles élections organiser et dans quel ordre d'ici le délai constitutionnel de novembre 2016. On reste encore en République démocratique du Congo. Sachez qu'une nouvelle manifestation de l'opposition a été interdite hier dans l'ex-province du Katanga. Cette fois, il s'agit d'un meeting organisé par Dani Banza, député et président d'un parti membre de la toute nouvelle plateforme de l'opposition, le G7. Ce député a même été interpellé et interrogé pendant 4 heures par les services de renseignement à Lubumbashi. Depuis près de 3 semaines, les manifestations de l'opposition ont été systématiquement interdites au Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nouvelle affaire de détournement des paies de fonctionnaires en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a découvert le ministère du budget de la RD Congo, malgré sa décision de bancariser le paiement des salaires. Une découverte qui survient après un contrôle du ministre d'État du budget congolais, Michel Bongongo, auprès des administrations de l'enseignement et de la santé publique. Plus de 11 millions de dollars auraient été détournés dans ces secteurs lors du 3e trimestre à Kinshasa, la capitale du pays. Cette enquête qui a été menée par le ministère du budget, qui découvre effectivement qu'il y a la fraude sur le salaire des fonctionnaires. D'abord, il faut signaler que ce n'est pas la première fois que ça arrive en RD Congo. Depuis toujours, les services de la paie de l'État des fonctionnaires a toujours posé beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, cette enquête ne fait que confirmer ce que tout le monde savait,
ce que tout le monde à Kinshasa, au Congo, savait. L'opinion publique le savait déjà qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Des actes frauduleux qui ne sont pas sans conséquences. Et si le réseau a déjà causé le ralentissement du travail de l'ensemble des secteurs de la fonction publique, le gouvernement ne compte pas s'en arrêter là pour autant. Les opérations de contrôle vont être élargies à l'ensemble du territoire en vue d'identifier les fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, c'est la vraie question. On a pensé effectivement qu'avec la bancarisation, on résoudrait le problème de ces fraudes-là. Mais le problème n'est pas tant la bancarisation que le fait du dénombrement réel des vrais fonctionnaires. Contrôle en amont de l'existence des fonctionnaires, des vrais fonctionnaires ou des fonctionnaires fictifs. Tant qu'on n'arrivera pas à faire cela, on pourrait contrôler la paie, mais on ne saura jamais le vrai nombre et l'État continuera à être plumé. Au mois de mai 2015, une enquête avait démontré que 170 millions de francs congolais étaient détournés mensuellement des paies des fonctionnaires. C'est ce qui a poussé à la création d'une commission sur le détournement de la paie des fonctionnaires, mise en place le 30 mai 2015 par Michel Bongongo, le ministre d'État du Budget. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RFI. Et reste à voir comment seront financées l'élection des sénateurs et celle des gouverneurs, deux autres scrutins prévus par la Constitution et qui auraient dû être organisés depuis 2011 déjà, ou encore les locales qui sont prévues dans l'échéancier de la CENI en RDC. Explosion de grenades, des roquettes, ça a chauffé hier encore et cette nuit au Burundi, à Bujumbura, dans plusieurs quartiers de la ville. C'est notamment le centre des jeunes de Kamenge qui a été attaqué. Le porte-parole de la police parle de quelques 25 grenades lancées, mais assure qu'aucun policier n'a été tué. D'autres sources, des sources sécuritaires, admettent plusieurs morts dans les rangs de la police. Et des sources proches des insurgés avancent, eux, le bilan de 20 policiers tués dans environ 5 attaques distinctes. Difficile donc de faire un bilan. Mais au moins un civil a été tué par des éclats de grenades. Et puis 2 journalistes burundais ont été brièvement arrêtés ce matin alors qu'ils s'étaient rendus sur les lieux de l'attaque à Kamenge. Ils ont finalement été relâchés en fin de matinée. RFI pile 4... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC voisine, l'opposition et la société civile exigent la publication d'un nouveau calendrier électoral. Celui publié en février accuse de nombreux retards. C'est le cas des élections provinciales qui étaient censées se tenir le dimanche 25 octobre. Pour l'opposition et la société civile, ce nouveau calendrier électoral devrait être le fruit d'un large consensus. À Kinshasa, Pauline Mouzalia. Pour Sylvain Loumou, président de l'ONG Ligue des électeurs, il est important d'élaborer un nouveau chronogramme des élections. Celui-ci devrait être le fruit d'un consensus entre les différentes tendances politiques. Aujourd'hui, il est important que les parties prenantes au processus électoral se mettent ensemble, définissent les options fondamentales sur les élections qui doivent être organisées au regard des délais qui sont maintenant très comprimés et les élections qui doivent subir un léger décalage pour arriver à allier les retards dans l'organisation des élections et la législature qui tend à la fin. L'opposition réclame également un calendrier électoral consensuel et réaménagé. C'est le cas de Martin Fayoulou qui propose de commencer par la présidentielle et les législatives en 2016, quitte à organiser les élections locales plus tard. Martin Fayoulou. Il faut un nouveau calendrier électoral, un calendrier consensuel qui va simplement organiser l'enrôlement de tous les électeurs congolais. L'élection présidentielle de novembre 2016 couplée avec l'élection législative nationale. Un point, un trait. Pour la majorité au pouvoir, la question du calendrier électoral réaménagé devrait être réglée dans le cadre du dialogue que préconise le président Kabila. Une partie de l'opposition a déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas. Pauline Mouzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Sachez que selon Jean-Pierre Kalamba, porte-parole de la Commission électorale congolaise, la diffusion de ce calendrier pourrait prendre du temps, notamment en raison des consensus et de la logistique nécessaire sur le cas du Katanga. Rappelant également que le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, a récemment démissionné. Mariama. Et là, on reste en RDC où des milliers de réfugiés centrafricains continuent d'affluer, conséquence des troubles qui, depuis 3 semaines, touchent Bangui, la capitale centrafricaine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés parle d'au moins 3000 déplacés en 3 semaines. Ils sont plus de 100 000 depuis le début de la crise. Je vous propose d'écouter Andreas Krischoff, porte-parole du HCR en République démocratique du Congo. Après le trouble
à Bangui, il y a 3 semaines, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans la ville juste en face. Depuis la crise à Bangui, on a bien au-dessus de 3000 qui sont arrivés juste en face de Bangui, sur l'autre côté de la rivière. Et là, les derniers rapports qu'on a parlent de milliers de réfugiés dans d'autres zones, notamment en Gaporive et Bangui, qui sont plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de Bangui. Mais maintenant, on a des rapports que plus loin, dans une zone plus éloignée, il y aurait des milliers de nouveaux arrivés qui ont été, quelques-uns auraient été persécutés par les groupes anti-Balaka. Comment ces personnes sont-elles prises en charge par le HCR? Le HCR, il reçoit les réfugiés, ceux qui sont pas installés avec la population haute, et le transfert dans des camps de réfugiés. On a, dans la zone, on a 4 camps de réfugiés. On a certains problèmes de capacité parce qu'on n'a pas suffisamment d'abris. On manque des fonds et les gens ils doivent en partie rester dans le centre de transit qui est déjà surpeuplé et on n'arrive pas à donner des logements à tous ces réfugiés, mais on espère résoudre ça dans les semaines qui viennent. Andreas Kirchhoff, porte-parole du HCR en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Jadis appelée Université Lovanium, l'université de Kinshasa est la plus ancienne de la République démocratique du Congo. Créée en 1954 pour accueillir 5000 étudiants, l'UNIKIN en compte en séjour environ 26 000. Un effectif qui ne permet plus aux étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions. L'université de Kinshasa a été construite pour une capacité de 5000 étudiants et nous avons connu beaucoup, disons, des situations de guerre dans notre pays. Et ceux qui étaient à l'intérieur, ils sont venus à la capitale pour suivre leurs études. C'est ainsi que la capacité de 5000, nous avons la massification des étudiants dans nos auditoires, n'est-ce pas? Donc on fait un effort pour arriver à résoudre cette question. Avec ses 12 facultés, dont celle de médecine qui compte un centre hospitalier dénommé les cliniques universitaires de Kinshasa, l'université de Kinshasa était dans les années 50 et 70 la plus prestigieuse d'Afrique centrale. Plus de 60 ans après sa création, l'UNIKIN ne se retrouve pas sur la liste des 150 meilleures universités africaines. Nous sommes un pays post-conflit et que nous avons beaucoup de choses à relever et je pense que c'est un domaine important que nous devons revoir notre système d'éducation. On va faire des états généraux de l'enseignement pour qu'on reprenne cette excellence bien avant et que je pense d'ici 2030, vous allez parler de l'université de Kinshasa. Avec 890 professeurs, 1200 chefs de travaux et assistants, 2000 personnels administratifs, l'UNIKIN reste la plus grande institution universitaire du pays. La construction de nouveaux bâtiments pouvant faire face au flux des étudiants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement sont recommandées afin que l'université de Kinshasa retrouve sa place parmi les plus prestigieuses du continent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et on continue à décortiquer le dernier rapport des experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo. Hier, nous faisions le point sur l'offensive contre les rebelles hutus-rwandais FDLR. Les experts estiment que les résultats de cette opération de l'armée congolaise ne sont pas probants. Eh bien, la conclusion est similaire en ce qui concerne un autre groupe rebelle d'origine ougandaise, cette fois les ADF. Selon les experts de l'ONU, certains militaires congolais seraient plus occupés par le trafic illégal de bois que par la lutte contre les rebelles. Léa Lisa Vesterhoff. Que ce soit en mai, en juin ou en juillet dernier, à plusieurs reprises, le groupe des experts dit avoir constaté l'implication d'officiers de l'armée congolaise dans l'exploitation et la vente illégale de bois dans la zone de Béni. 2 soldats interrogés par le groupe ont affirmé avoir eu le choix entre se battre contre les ADF ou exploiter du bois pour leurs officiers. Même scénario au marché de Kassindi, plaque tournante du commerce de bois dans la région, où 5 marchands ont confirmé avoir acheté des cargaisons de planches à des officiers FRDC au cours des derniers mois. En mars dernier, dans une déclaration publique, le commandant de l'offensive contre les rebelles ADF a lui-même condamné l'implication de certains officiers dans ce trafic. Une activité illégale que confirme aussi le porte-parole du gouvernement
gouvernement Lambert Mende qui affirme que des arrestations ont eu lieu. Mais du côté de la justice militaire, on confirme l'ouverture d'une enquête en janvier dernier, mais elle se serait soldée par un non-lieu. Un trafic nuisible à l'efficacité de l'offensive armée contre les ADF. Voilà la conclusion du groupe des experts pour qui, malgré l'arrestation du chef de cette rébellion, Jamil Moukoulou, la chaîne de commandement des ADF est restée en grande partie intacte, près de 2 ans après le début de l'offensive armée. Léa Lisa Vesterov, Kinshasa. RFI. Des experts de l'ONU qui constatent également que ni l'armée congolaise ni les casques bleus n'ont su protéger la population des attaques répétées des ADF. Attaques qui ont fait près de 500 morts entre octobre 2013 et juin 2014. À ce sujet, l'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement congolais d'assurer la protection des écoles dans les zones touchées par des conflits. Dans un rapport intitulé « Notre école devient un champ de bataille », l'ONG détaille des attaques commises contre des écoles ou l'utilisation d'écoles à des fins militaires, à la fois par l'armée congolaise et par des groupes armés. Human Rights Watch salue toutefois les progrès accomplis par l'armée congolaise en ce qui concerne les enfants soldats. Les recrutements d'enfants combattants au sein de l'armée nationale ont quasiment disparu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Où en est le processus de désarmement dans l'est de la République démocratique du Congo? Pas très avancé selon les experts de l'ONU. Ces derniers viennent de publier un rapport à ce sujet et les conclusions sont accablantes pour l'armée congolaise et la MONUSCO. Vous le savez que la MONUSCO est depuis chez nous depuis ça fait pratiquement 15 ans et elle connaît tout ce qui se passe à l'est. Elle connaît aussi la complicité que nous avons d'ailleurs dénoncée depuis plusieurs années qui existe entre le FDLR et le gouvernement de Kinshasa. C'est ce que nous déplorons. Raison pour laquelle vous voyez même la MONUSCO conteste officiellement le nombre avancé par le gouvernement congolais, que nous aussi l'opposition, nous avons emboîté les pas. Des affirmations qui remettent donc en doute le bilan de l'armée congolaise contre les FDLR, mais pas de quoi déstabiliser le gouvernement qui reste inflexible sur la question. Nous considérons ces chiffres que donnent les experts des Nations Unies comme relevant d'un abus de compétences parce qu'il ne leur appartient pas de décider de qui est membre d'un groupe armé et donc passible de poursuites pénales dans nos prisons et qui ne l'est pas, ce qui relève de la justice congolaise. Ce n'est pas leur rôle de venir dans une prison et de décréter que sur les 300 et quelques personnes qui sont arrêtées, elles ne sont pas là comme coupables parce qu'ils ne sont pas des FDLR. En bonne voie ou pas, une chose est sûre, malgré l'arrivée à expiration le 2 janvier 2015 de l'ultimatum fixé par la communauté internationale, les FDLR ont cessé de collaborer et restent actifs notamment dans la région du Nord Kivu. Ils sont d'ailleurs soupçonnés d'y avoir mené ces 2 derniers mois 2 attaques contre les forces armées congolaises qui ont fait 14 victimes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Mondial vient de publier la nouvelle édition de son rapport Doing Business. Cette année, la RDC gagne 3 places dans le classement en raison des réformes entreprises pour faciliter le climat des affaires. Les détails à Kinshasa, Poli Mouzalia. Le rapport salue les réformes que la RDC a entreprises ces dernières années. Grâce à ces réformes, on peut désormais créer des entreprises plus rapidement. Au lieu de 5 mois auparavant, les formalités ne prennent plus que 3 jours. Le tout effectué dans un guichet unique. Le rapport Doing Business salue également le fait qu'on peut désormais obtenir un permis de construire plus rapidement en RDC. Pour ces efforts, le pays gagne 3 places sur le classement de cette année. Il passe donc de la 187e à la 183e place sur un total de 189 États. Malgré cette avancée, la RDC reste tout de même parmi les pays les moins bien classés dans le monde. Le rapport note d'ailleurs qu'il est toujours aussi difficile dans le pays d'obtenir un crédit à la banque, de se raccorder sur le réseau électrique ou encore de payer ses impôts. Doing Business est un rapport publié annuellement par la Banque mondiale. Il classe les pays en fonction des facilités qu'ils offrent aux entrepreneurs. Cette année, en tête du classement mondial, on trouve des pays comme Singapour, la Nouvelle-Zélande ou encore le Danemark. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Attendu, faute de gouverneurs dans les nouvelles provinces, le président de RDC, Joseph Kabila, a nommé des commissaires spéciaux et leurs adjoints pour administrer les territoires. Des membres de la majorité, loyaux envers le gouvernement, chargés donc de mettre en place les nouvelles administrations. Des choix scrutés, Kamanda Wakamanda Muzembe, surtout en ce qui concerne l'ancienne grande province du Katanga. Parmi les commissaires spéciaux nommés figurent 2 anciens gouverneurs, Alex Kandé au Kasaï central et Alphonse Ngoï Kassanji au Kasaï oriental. Mais c'est surtout dans l'ex-Katanga où la majorité a voulu créer une rupture radicale, rupture avec l'administration de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi Chapwe qui a repris sa liberté vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Et si la gestion des 4 nouvelles entités a été confiée pour la province du Lualaba à l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement central Richard Muyej, le Tanganyika Richard Ngoï Kitangala, tandis que Raymond Mandé Mutombo prend le haut Lomami et Félicien Katonga le haut Katanga. Selon les observateurs, la majorité aura donc réussi à écarter de la gestion de l'ex-Katanga des proches de Moïse Katumbi Chapwe qui semblaient pourtant bien positionnés pour des élections des gouverneurs des provinces, élections qui étaient programmées mais annulées par la suite. La nomination des commissaires spéciaux a été autorisée par la Cour constitutionnelle. Cette dernière avait demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, dans le centre-ville de Lumumbashi, un chauffeur de taxi a tenté de s'immoler. Depuis son lit d'hôpital, l'homme a expliqué qu'il voulait protester contre des tracasseries causées par la police. Et toujours en RDC, le Centre de promotion, protection et défense des droits de l'homme, le CEPRODEC, alerte sur le cas de plusieurs propriétaires spoliés à Kinshasa et Kassangoulou. Des responsables militaires et civils influents leur auraient confisqué leur terrain. La RDC, où le mandat de l'Allemand Martin Kobler à la tête de la mission onusienne de la MONUSCO prend fin demain. Il sera remplacé par le Nigérien Maman Sambo Sidikou. Martin Kobler, lui, pourrait devenir le nouvel émissaire de l'ONU en Libye si le Conseil de sécurité confirme bien sa nomination dans la journée. Et si vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé les commissaires spéciaux qui vont administrer les 21 provinces nouvellement créées en attendant l'élection des gouverneurs. Les personnalités nommées sont proches de la majorité au pouvoir et pour l'opposition, la nomination de ces commissaires est une violation de la Constitution. Poli Muzalia depuis Kinshasa. Depuis juillet dernier, la RDC est officiellement passée de 11 à 26 provinces. D'après la Constitution, les nouvelles entités ainsi créées devraient être en principe dirigées par des gouverneurs élus. Le problème, c'est que le gouvernement assure qu'il manque de moyens pour organiser ces élections. En conséquence, la Cour constitutionnelle a autorisé à l'exécutif de prendre des mesures urgentes pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées. D'après le gouvernement, la nomination de ces 21 commissaires spéciaux se base sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle. L'opposant Freddy Matungulu, président du parti Congo Nabiso, estime au contraire qu'il s'agit d'un recul de la démocratie dans le pays. En tout cas, pour moi, c'est des nominations qui constituent un grand pas en arrière dans la voie de la démocratisation de ce pays. Un acte d'exclusion additionnelle de nos peuples, le processus de désignation de ces dirigeants. C'est très très grave ça. C'est ce qui nous ramène pratiquement une vingtaine d'années en arrière dans le processus de démocratisation du pays. Ce n'est pas acceptable ça. Ces administrateurs nommés hier appartiennent à la mouvance présidentielle. Certains d'entre eux ont même été gouverneurs de provinces récemment démembrés. L'étendue de leur pouvoir est toutefois limitée par rapport à celui des gouverneurs élus. Poli Muzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Et au Congo voisin,